Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pays. Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pays. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Jules Léon Trokiti, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Peggy Ludovic Daba, bonjour et bonjour à tous les amis auditeurs de Diaspora FM. Bonjour, bonsoir, parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent, jusqu'au fin, on va dire, au dernier point de la planète. Donc, bien sûr, parce que... Il fait jour là-bas, pendant qu'il fait nuit ici. Parce que Diaspora FM est à la pointe de la technologie, du numérique, et donc sur nos... les applications qui vous permettent de suivre cette radio et d'NTV également en permanence 24h/24. Bon, bah voilà, il faut s'en réjouir et j'ai envie de faire moi un coucou à tous ceux qui nous écoutent de Cocody de Trècheville, de Koumassi, de Grand Bassam. Voilà. Puisque vous les avez quittés il y a seulement 72 heures. Ben, ouais, ça fait, ça fait plus que ça quand même. Depuis le 30, on s'est dit, au revoir. Ah, d'accord. On s'est dit qu'on va se revoir. Et vous les retrouvez sur les ondes. Bien sûr. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de lire plusieurs messages qui me sont venus d'Abidjan, donc de gens responsables d'ONG, de confrères, et puis d'autres personnalités qui ont pris du plaisir à rencontrer le jeune béninois que je suis. Allez, on va garder bien au chaud. Pourquoi vous y étiez? D'accord. Le temps d'astiquer quelque peu l'actualité nationale. Et vous l'avez suivi tout à l'heure dans le Flash Info, Koffi Olomide qui revient à 20 ans. On va pas dire sur la scène de son crime, pas du tout, mais quand même retrouver un peu où il est revenu, retrouver un peu de calme par rapport à ceux-là qui sont morts à son dernier concert qui remonte quand même à 20 ans. Il a fait dire une messe. Et puis une prière à la mosquée. À la mosquée aussi. Il allait déposer des gerbes sur leur tombe. Il a juste manqué une prière avec les dépositaires de la tradition, des religions traditionnelles, parce que il faut pas en être gêné. C'est une religion comme les autres, et la terre béninoise est une terre sacrée. Ces personnes-là aussi ont quelque chose à faire pour le repos éternel des âmes de ces personnes, de ces compatriotes qui sont quand même des dignes fils béninois. Voilà, qui sont partis, sont passés de vie à trépas à cette soirée où ils étaient partis pour aller donc savourer en live la musique du grand garçon du Tchatcho, comme on l'appelait, Koffi Olomide. Le géant garçon du Tchatcho, Papa Bonheur, et puis après, c'est bien après que le grand Mopao, le Quadra, Koraman, tout le reste, Mopao, Mokonzi, tout ça est venu. Mais c'est un souvenir que les Béninois auront du mal à effacer de leur mémoire. Mais Koffi Olomide, je pense qu'il est en train non seulement de rendre hommage à ces personnes décédées, mais également de se guérir de quelque chose. Depuis 20 ans, Koffi Olomide a eu ça au travers de sa gorge. Ça a été comme, et j'ai l'impression, il a dit, je suis dans une interview, il a plusieurs fois tenté donc de revenir visiter les familles éplorées, de faire quelque chose dans ce sens, mais on le lui a refusé. Même il a eu du mal à convaincre des autorités étatiques pour qu'on lui permette de faire ça. Parce que
non seulement c'est un remords pour lui parce que il veut faire plaisir à ses fans et qu'on dise que des gens ont perdu leur vie à cause de lui, c'est compliqué. Ensuite, il y a eu des non-dits, il y a des versions qui jusqu'à aujourd'hui... C'est clair qu'il y a des perturbations spirituelles oui, bien sûr. Dans sa vie. À son niveau, depuis 20 ans, vous imaginez Koffi Olomidé... Et qu'il est tenu à venir le faire. Oui, depuis 20 ans. Malgré tous ces obstacles que vous évoquez. Depuis 20 ans, Koffi Olomidé n'a pas pu se produire à Cotonou. Alors que quand vous tournez dans la sous-région, quand vous n'êtes pas passé à Cotonou, c'est quand même il y a un problème. Quelque chose qui vous manque. Vous demandez à Frédéric, il vous dira que lorsque lui sort des albums, il vient les tester à Cotonou. Il doit venir les tester. Si le public cotonois l'adopte, c'est que c'est parti. Le géant Manu Dibango, c'est clair. Dire aussi en son temps. Voilà. Vous demandez si les membres... Le groupe Kassav, si le groupe Loketo était encore sur place aujourd'hui, ils vous diront que Cotonou, ça fait partie des escales les plus importantes. Paix à son âme. Les plus obligatoires. Paix à son âme, Orlus Mabélé. Je ne sais pas s'il vit encore Diblo Dibala, Mavka Charel, Lucien Bokilo, qui encore. Donc, ils sont passés. Kanda Bongoma. Jean Baron, voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes un connaisseur. Donc, c'est dire que Koffi Olomidé, c'était important pour lui de passer. Je pense qu'il a eu peut-être la passivité bienveillante, ou du moins l'accord des autorités actuelles étatiques au Bénin pour venir sacrifier à cette tradition. Peut-être que ça va l'apaiser lui-même. Peut-être aussi que ça va apaiser les âmes de ceux qui sont partis tragiquement. C'était une soirée vraiment tristement inoubliable. Triste. Mais c'était parti pour être une fête. Que voulez-vous? Il y avait du surnombre. Vous avez des gens qui vous ont dit mais Koffi Olomidé a chanté sur les cadavres des Béninois, mais on a eu l'un des animateurs du spectacle le jour-là, Jean-Louis Azé, qui est passé sur Entretien du dimanche sur DMTV et qui a pu confier à Donclem Abalo que Koffi Olomidé n'a pas chanté. Il n'était même pas encore sur le podium au moment où les gens se bousculaient et qu'il y a eu des morts, mais que quand il est venu, on l'a appelé de l'hôtel, il est venu, il est monté sur le podium, Magloire Agbalé, qui était donc le promoteur du spectacle, lui aurait soufflé que il y a eu des morts, de présenter ses condoléances, et du coup Koffi Olomidé a dit mais éteignez-moi tout, s'il y a eu des morts à cause du spectacle, je ne chante plus, et c'est comme ça qu'il est retourné à l'hôtel. Mais ça, c'est des choses que beaucoup de gens dans la douleur n'ont pas pu comprendre, parce que certains ont estimé que il a fait bon, bref, il était venu, c'est de la tradition. C'est s'élever, bien sûr, pour en connaître encore plus de succès. Mais je ne sais pas si je ne sais pas si il y avait des familles, des personnes décédées autour de lui. J'ai vu des gens autour de lui au cimetière PK14. Je pense que oui. Ça ne peut pas se faire sans eux. Voilà, l'important, même à l'église, l'important, c'est qu'il ait fait le geste. En Afrique, c'est important. Moi, ça va effacer quand même des choses. Voilà. Merci, Julien Kitty. J'ai envie, avant d'aller sur le sujet, l'un des sujets prévus, quand même qu'on parle de cette barbarie qui est survenue à Kérou, à Banikwara, où des vies des hommes ont été sauvagement massacrés. J'ai vu une de ces vidéos qui m'est restée encore depuis hier. J'arrive pas, franchement, à me le sortir de la tête. C'est horrible. C'est dommage. Il y a quelques mois, nous parlions à ce micro, nous parlions de ces personnes-là dont nous ne comprenons pas la psychologie des gens qui estiment que au nom de Dieu, au nom de Allah, on peut tuer, on peut égorger. C'est énorme. C'est énorme. Il s'agit pas de poulets. Il s'agit pas d'animaux, s'il vous plaît. Il s'agit d'êtres humains. Maintenant, non seulement certains sont massacrés de cette façon, mais il y a d'autres qui sont kidnappés et emportés. Ouais. Donc on ne sait à quelle sauce ils sont mangés actuellement. Alors, ce sont des citoyens, c'est clair, au terme de la Constitution, eh bien, un seul citoyen dont on touche à un seul cheveu, ça doit préoccuper la nation béninoise au plus haut point. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, a montré, et son gouvernement, qui sont très très préoccupés, et ils n'ont jamais baissé les bras dans les mesures de lutte contre les avancées djihadistes.
et puis dans la concertation avec les pays, les états-majors des armées des pays frères. Mais vous savez, c'est un serpent qui trouve toujours lorsqu'on lui barre un chemin, qui trouve un autre, le djihadisme. Mais il faut simplement d'abord s'incliner sur la mémoire de ces compatriotes qui ont perdu la vie de façon aussi tragique. Il faut maintenant souhaiter que, au-delà des moyens qui sont utilisés actuellement pour lutter contre le terrorisme dans notre pays, eh bien, on interroge pourquoi pas la tradition, qu'on interroge les chefs traditionnels, qu'on interroge, nous avons des gens, des chasseurs dans ce pays. Ce n'est pas contre nous, ce n'est pas entre nous-mêmes qu'on va se pointer les armes déçues. S'il y a des gens au niveau des frontières béninoises, au niveau des localités du septentrion qui sont en proie à ces avancées djihadistes aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont des méthodes qu'ils peuvent utiliser pour accompagner, renforcer ce que la police républicaine et l'armée béninoise sont en train de faire, il faut le faire. Il faut pas hésiter. Et continuer à faire dans la synergie d'action, parce que je pense que ces gens-là, si on leur laisse des passerelles, ils iront plus loin. Est-ce que vous avez vu qui, à la limite, vous traumatise? Si on n'y prend pas garde, on verrait plus grave que ça. Vraiment. Que Dieu nous en épargne. Vraiment, Julien Kitty. Je manque de mots. Pour moi, ça ne peut pas faire l'objet d'analyse de ma part. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Il faut simplement. Vous imaginez, vous et moi, nous sommes à ce micro en train de parler. Ceux qui sont massacrés de cette façon, je ne veux pas oser répéter, égorger. Ceux qui sont massacrés de cette façon, ceux qui sont emportés, c'est des parents, des gens. Imagine que ce soit donc des gens qui sont des parents directs à nous. Vous voyez ce qu'on est en train de vivre. Ils sont des parents d'autres personnes comme ça. Dans quel état ces personnes-là se retrouvent aujourd'hui? Et puis mieux, ces images-là en fait, c'est les gens, le simple fait même de se filmer en train de faire ça, c'est l'apologie du crime. C'est encore ça qui est plus grave. Voilà. Ça veut dire qu'on est conscient de ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Et qu'on veut faire mal ou qu'on fait mal consciemment. Bien sûr, et j'ai pu lire une interview d'un des responsables du groupe terroriste qui revendique donc ce massacre, qui promet, qui dit que il met le Bénin sur la liste de ses ennemis. Aïe. Je pense que ça ne va pas, ça ne va pas entamer le moral des forces de défense et de sécurité. Depuis qu'il y a eu les attaques de Pandjari, depuis qu'il y a eu les attaques des commissariats de Moncé, de Bogo, le Bénin est resté en alerte maximale. Il y a eu des incursions, des succès également des forces armées béninoises et de la police républicaine, à qui je rends un grand hommage, parce que les hommes du général Soumaïla Yaya, vous imaginez, c'est la police républicaine qui est au front d'abord, qui est au front. Est-ce que tous les moyens sont à disposition? Est-ce que la police républicaine était préparée de par ses formations pour faire face à ces avancées djihadistes? Je pense que ces éléments, les forces de sécurité publique montrent de beaucoup de bravoure. Il faut les saluer, il faut le dire. Monsieur le directeur général de la police républicaine, franchement, nous joignons nos voix à celles de toutes les autorités de ce pays. Diaspora FM, mon ami et frère Peggy Ludovic Dagba et moi, on vous dit, mais franchement, beaucoup de courage, pour la dextérité avec laquelle vous faites ce travail-là, avec brio, maestria. Vos hommes sur le terrain, il faut le communiquer. Donc, tout notre soutien, tout le soutien du peuple béninois avancé, et puis les forces armées béninoises avec à leur tête le général, l'expérimenté fructueux Gbagidi, qui est un homme d'expérience, un mental très fort également. La dextérité. Voilà. Et donc, on leur fait confiance. Moi, j'admire souvent, à son niveau et au niveau du directeur général de la police républicaine, leur sérénité. Quelles que soient les situations, vous les voyez, se dit, nous sommes des soldats au front, les pertes, ça nous fait mal, mais nous engageons des succès également. Et il a souvent dit, nous n'allons pas laisser des espaces aux ennemis. Julien Kitty,
Merci vraiment, le cœur affligé. On va fermer cette page. Il le faut vraiment. Et revenir très rapidement à la célébration, cette semaine, le 3 mai dernier, de cette 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le Bénin, entre-temps, dans Reporters sans frontières, le classement annuel, quasi annuel, qui arrive tous les ans, eh bien, a gravi des échelons. On est passé de la 121e place à la 112e, ce qui quand même représente, même si c'est de petits poussés, quand même une avancée. 9 points de gagné, ça n'est pas rien. Et je vous l'ai souvent répété ici, je l'ai appris de mon feu père, Célestin Paulino Viasikiti, qui dit... À qui nous rendons hommage. Bien sûr. Nous saluons sa mémoire. Voilà, parce que lui, je tiens beaucoup de choses de lui, et il me dit, la vie, l'évolution, le développement d'un homme, ce n'est pas d'être champion tout à coup, catégories confondues et à tout moment, c'est de poser un pas, puis deux, puis trois, mais assurément vers l'avant. Et ce qui l'amenait... Et les maintenir gagnés, comme voilà, dirait l'autre. Très bien. Ce qui l'amenait d'ailleurs, pour la petite histoire, à donner de cadeaux à l'enfant qui était 20e en classe et qui devenait 19e, et à ne pas en donner à celui qui était premier, devenait deuxième. Parce que pour lui, quand vous devenez premier, il faut se maintenir au fait donc de l'arbre du succès, de la réussite, de la performance. Et c'est ça qui est le plus difficile. Voilà, c'est le plus difficile. Ça vous demande du travail. Voilà, mais plus de travail. Très bien, mais lorsque vous êtes à un niveau intermédiaire, l'essentiel c'est de gagner des points. C'est de gagner des points. C'est vrai que le Bénin a eu des heures glorieuses dans le classement de Reporters sans frontières. On a même carcolé à la tête du classement en Afrique à des moments donnés. On se rappelle sous le règne du général Mathieu Kérékou. Mais chaque conteste avec ses réalités. Aujourd'hui, on gagne des points, c'est bien. Il faut déplorer que d'autres pays qui étaient loin derrière nous, aujourd'hui, soient devant nous. Mais écoutez, si nous pouvons être en train de faire des efforts... Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Julien Kitty, comme dans ce pays où, franchement, on était quand même le phare de la démocratie africaine, surtout la presse béninoise, qui était assez forte d'une trentaine, d'une quarantaine, même d'une cinquantaine de titres, régulièrement apparaissant, mais qui également avait un ton quand même. On pouvait sentir réellement quand la presse s'attaquait à un dossier national, il y avait une réponse directe de la part de l'État, et on pouvait noter des changements ou des prises de décision qui sont rapportées et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis quelques temps maintenant, on s'enfonce dans les profondeurs? Ben, ce qui s'est passé, moi, j'ai envie de vous laisser l'image que m'a donné un jour feu Jean Pliat, le professeur Jean Pliat, qui me disait, pour évoluer, il faut, lorsque vous avez des situations compliquées, vous dire que ce qui vous arrive de grave, ce n'est pas qui est grave en soi, c'est le fait de ne pas savoir pourquoi ça vous arrive. Ensuite, il m'a dit, lorsque quelqu'un vous fait quelque chose et vous voulez le pointer de doigt pour dire qu'il est la cause de votre malheur, il m'a dit comment vous le pointez du doigt. J'ai montré donc mon index comme ça. Il dit, bon voilà, votre pouce dit va vers le haut, vers le ciel, dit au nom de Dieu, il est mauvais, lui, c'est lui qui me crée des problèmes. Alors il a dit, pour que vous puissiez le pointer du doigt avec l'index, combien de doigts sont tournés vers vous-même? C'est 3. Ça veut dire que le drame qui vous arrive dans votre vie, pour que vous puissiez en sortir, vous voyez l'image? C'est d'abord vous. C'est d'abord vous. Le mal, c'est vous d'abord. Alors la presse béninoise doit faire son autocritique, son examen de conscience. Alors, observez déjà que dans les rédactions, comment les rédactions fonctionnaient lorsque vous et moi, nous étions quand même dans nos premières années. À l'apprentissage. Et même à des moments où nous sommes arrivés plus ou moins quand même à maturité. Il y a eu des moments où... À prendre des postes de responsabilité. De responsabilité. Et ça... c'est pas fait de la vantardise que de le dire. On a écrit quand même des pages de cette presse béninoise qui peuvent être revisitées. Et on pourra dire, mais ouais, ils ont fait... Les traces sont là. Les traces sont là. Il faut comment... Et je pense qu'il est temps aussi qu'on commence par raconter l'histoire. Il faut qu'on commence par dire que des gens ont fait cette presse-là. On marqué cette presse béninoise. Pourquoi observez simplement que les générations qui viennent après vous, pourquoi vous, Peggy Ludovic Dagba, ce que je savais de vous avant de vous connaître physiquement, et ce que vous avez continué à être de si excellent comme du bon vin qui se bonifie,
pourquoi les nouvelles générations ne sont pas plus terribles que vous? Il faut qu'on se pose les questions. Est-ce que les mêmes contraintes qu'on avait au plan intellectuel, au plan psychologique pour entrer dans la profession et l'exercer, est-ce qu'on les a aujourd'hui? Parce que c'était malheureusement non. Pour que tu te pointes dans une rédaction en ce moment dont je parle, pour pouvoir dire que tu prends ta plume pour écrire un papier ou pour avoir accès à un micro pour parler dans une radio, je suppose jusqu'à apparaître sur une télévision, c'était énorme. Il fallait le faire. Alors aujourd'hui, il fallait en avoir dans le citron. Moi, je n'apprends rien à personne, mais aujourd'hui, je trouve que oui, quelqu'un peut débarquer dans une radio, dans une télé, dans une rédaction et se jouer les stars. Et ça, donc, il y a eu un problème de la qualité de la production qui a pris un sacré coup. Il y a eu après la presse qui a été investie par beaucoup de personnes qui étaient destinées à d'autres professions, beaucoup de personnes qui se sont trompées de métier. Vous me parlez des pèlerins. C'est pas grave. Mais quand c'est comme ça, la qualité diminue, il faut le reconnaître. Maintenant, après, c'est vrai, lorsque le président Patrice Talon était venu au pouvoir, il faisait le discours face à l'installation donc de la nouvelle mandature de la HAC. Il a fait un discours décapant où il parlait de vénalité des journalistes, parlait des Béninois, donc de leur relation vicieuse avec les pouvoirs d'argent et les pressions politiques. Avec l'argent. Voilà. Et donc, voilà. Donc moi, je dis, le jour là, j'ai eu une réplique, j'ai apprécié ce qu'il a dit, mais j'ai dit le chef de l'État ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin, parce qu'il lui fallait, en tant qu'État, donc ayant des devoirs régaliens, demander à son bras technique qu'est la HAC de commanditer des études pour savoir ce qu'il faut pour tamiser, réorganiser la presse béninoise sans la dominer, parce qu'il faut qu'elle soit libre. Alors, ça n'a pas raté, c'est vrai, ça n'avait pas été fait dès le départ, mais 3 ans après, j'ai eu raison. Il m'a donné raison. Il a lancé, en commanditant, en demandant à la HAC. Il a lancé, pratiquement un ultimatum. Alors, voilà. De l'audiovisuel, de la communication. Donc, pour moi, il y a d'abord la qualité de la production. Mais ensuite, pour ces réformes-là. Ensuite, Reporters sans frontières ne fait pas dans des critères illimités pour déterminer le classement. Le Reporters sans frontières a ces critères qui sont parfois subjectifs. Bon, il suffit que, par exemple, un journaliste ait des ennuis dans un pays avec la justice et dans notre contexte actuel avec le code du numérique. Bon, voilà. Donc, Reporters sans frontières peut prendre ça pour dire, bon, voilà, dans ce pays, il y a un problème. Je souhaite dire quelque chose là-dessus, puisque vous l'avez évoqué très rapidement, le code du numérique. Il faut dire qu'il y a une situation duplicitaire à ce niveau aujourd'hui. Oui, bien sûr. Nous avons le code de l'information et de la communication. Ce code de l'information et de la communication qui élimine les peines privatives de liberté. Mais le code du numérique. Le code du numérique les garde. Et là, le journaliste est pris entre deux feux. Alors que le journaliste est obligé, tous médias confondus, de faire appel aux outils numériques d'aujourd'hui. Vous pouvez pas faire la preuve. Un journal si on nous écoute, sans en avoir la réplique numérique. Si on nous écoute dans tout le monde entier aujourd'hui, c'est parce que le numérique. Au numérique. Donc, si nous écrivons des tests, le même test que vous avez écrit dans votre tabloïd et qui ne vous envoie pas en prison, dès que vous le postez sur Facebook, Twitter ou WhatsApp ou quoi encore, Instagram, eh bien, on peut vous amener. Mais voilà, et c'est là que réside en fait le piège pour le journaliste. Il faut également. Je crois quand même. On aurait pu changer tout ça aussi. On aurait pu changer tout ça aussi si nous avions des syndicats forts, si nous avions des organisations. Oui, ça c'est encore une autre paire de manches. Mais laissez-moi finir par rapport au code du numérique qui, moi, vraiment me tient totalement à cœur parce que on ne peut pas être autorisé par une loi et être condamné par une autre. Nous sommes journalistes reconnus comme tels sous le régime juridique béninois, ou alors on ne l'est pas. Donc moi, mais les lois ne sont pas votées. Je voudrais prendre part, ce biais-là de la célébration du 3 mai, la Journée internationale de la liberté de presse, en appelant
vraiment les députés qui sont les fabricateurs de lois au Bénin, à franchement nous faire un sort unique aux journalistes. Oui, mais c'est bien de lancer votre appel, Peggy Ludovic Dagba. C'est vrai que de par votre carrure, votre personnalité dans cet espace médiatique-là, ou votre voix, et oui, ça peut porter. Mais au même moment, il faut reconnaître que les organisations professionnelles n'ont jamais manqué d'être consultées avant donc l'élaboration de ces lois-là. Elles n'ont pas peut-être eu des voix suffisamment fortes. Elles n'ont pas su trouver les moyens pour faire pression pour que jamais il n'y ait de loi pour les régir. Maintenant, je vous répondrai, Julien Titi. Il faut que là-dessus, je vous répondrai pour dire que quand même, vous savez très bien, quand on est consulté, on n'a qu'une voix consultative. Hein. À la fin, la décision appartient à ceux qui sont appelés à voter. Et donc, c'est les politiques, on l'a toujours compris, ils ont toujours été contre nous quand il s'agit véritablement de prioriser leurs intérêts. C'est des politiques, ils ont besoin de nous quand ils vont se faire élire et quand il s'agit pour eux de décider contre nous, ils sont contre nous et c'est ce qui s'est passé au cours de ces codes de numérique parce que moi, j'ai encore en mémoire tout le plaidoyer que l'Union professionnelle des médias du Bénin, surtout sous Brice Oussou et autres, ont eu à faire pendant que ces deux lois étaient en gestation au niveau de l'Assemblée nationale. Plusieurs fois déjà, ils sont allés rencontrer, je crois, le président de l'Assemblée nationale. Entre-temps, ils ont eu également des ateliers avec les députés de la Commission des lois pour leur faire comprendre la nécessité un peu de voir véritablement supprimer les peines privatives de liberté. Mais ça s'est fait dans le code, j'allais dire, de l'information et de la communication. Et au niveau du numérique, ils se sont rattrapés. Donc c'est franchement ce qui s'est passé, Julien Titi. Bon, j'ai envie de vous demander, c'est vous qui posez les questions, mais j'ai envie de vous demander si vous vous rappelez combien d'années ça fait que le code du numérique est en vigueur au Bénin. Il y a pas si longtemps que ça. Il y a comment dire, c'est plusieurs années au moins. Plusieurs, 2, 3. Vous avez l'impression que les professionnels des médias font suffisamment de tapage tous les jours par rapport à ça? Quand vous savez que quelque chose, on vous a dribblé, on a élaboré quelque chose qui peut vous envoyer en tôle, qui peut vous créer des problèmes, il n'y a pas ce jour où vous ne consacrez quelque chose à ça. Si tous les médias béninois consacrent ne serait-ce qu'un espace dans leurs journaux, dans leurs radios, dans leurs programmes, sur le plateau de télé, à dénoncer cette affaire, et n'importe quel homme politique qui vient sur un plateau télé ou bien qui vient dans un studio pour faire une émission radio, on lui pose forcément une question là-dessus. Tous les députés sont interpellés là-dessus. Vous pensez que ça serait comme ça? Vous connaissez l'état de votre presse aujourd'hui. Nous n'allons pas nous tirer entre les pattes. Vous savez très bien de quoi je parle. Avançons. Donc, alors. On va avancer, mais il faut quand même que, à une occasion comme celle-là, on puisse marquer d'une pierre blanche ces genres de situations qui ne nous font pas du bien. Parce que nous sommes appelés à exercer. Et nous ne devons qu'exercer notre métier pour éclairer la démocratie béninoise, pour aider ce pays à se développer. Souvenez-vous un peu des premières années, juste après la conférence nationale qui s'est déroulée ici en 1990. Comment la presse, justement, a quand même pu jouer son rôle pour que cette démocratie-là s'enracine. Oui, mais le problème... Non, mais c'est des chantiers que nous allons franchement construire et achevé. Je sais que vous comprenez aisément de quoi je parle, puisque oui, mais nous parlons. Non, mais je sens vous faites l'effort d'être optimiste et tout. Moi, je ne suis pas pessimiste, mais je vous dis un diagnostic qui est si clair que tout le monde connaît. Quand on tourne autour après pour dire, chaque journaliste béninois n'a qu'à se dire la première mesure de protection pour moi, c'est ma compétence. Ensuite, chaque journaliste doit avoir pour religion la liberté d'esprit. D'accord? On peut avoir des compromis, mais jamais des compromissions. Si vous êtes compétent, c'est pas possible qu'on vous manipule facilement. Si vous avez les compétences morales et techniques pour exercer un métier, avant qu'on en arrive à la compromission, bon voilà, c'est tout. Je pense que personne, ce que nous disons à ce micro, aucune autorité de ce pays nous empêche de le dire. Donc, l'essentiel, si quelqu'un après choisit de lézarder les murs, de s'aplatir, de vendre. Et c'est justement de ça que nous avons peur. Et c'est ce qui caractérise un peu la profession aujourd'hui, où nous nous renions, nous remettons pieds et poings liés. En tout cas, je sais que on va désormais
travailler contre ça, et je crois que les fêtières sont dans leur rôle et doivent en comprendre la nécessité, et bien sûr, de réagir. Nous allons maintenant passer à un autre sujet. Je l'ai dit à l'entame, on a gardé jusque-là, bien au chaud, l'essentiel des causes de votre mission, d'où vous revenez. Alors, vous étiez à Abidjan pour une cause quand même assez claire. C'était bel et bien la présidente Claudine Afiavi-Prudencio qui récemment a été distinguée, qui a reçu le prix de leadership féminin en matière économique, en matière du renouveau de l'économie africaine. Bien sûr, je confirme, j'étais du côté d'Abidjan, où la présidente Claudine Afiavi-Prudencio, aujourd'hui présidente de la fondation Omolara Prudencio, l'ex-ministre, l'ex-députée, l'ex-présidente de l'Institut national de la femme, a été donc célébrée pour ses capacités managériales au plan économique, pour ses activités, ses prouesses sur ce plan. Et ça, c'était dans le cadre de la 13e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine, où du côté de Cocody, Latry Events, donc un grand centre de conférences à Cocody, au quartier chic de Cocody à Abidjan, où les sommités de l'économie africaine se sont donné rendez-vous donc dans la capitale économique de Côte d'Ivoire pour célébrer ces icônes de l'économie africaine, des Africains et des Africaines qui font de grandes choses, qui boostent l'économie. Ça a été fait d'abord en 2 temps. La première phase a été le forum entre acteurs économiques majeurs en Afrique dans la matinée du 27 avril 2023, donc dans la salle de conférence de Latry Events à Cocody, où autour du thème le commerce intra-africain à l'ère de la ZLECAf, qui est donc une zone de libre-échange économique entre les pays africains. Alors, plusieurs panels, d'abord le panel exclusivement sur le thème central, et puis après le clou donc de cette matinée d'activité intellectuelle, d'échange, d'expérience, de partage d'échange, d'expérience, eh bien c'est la Women's Session, c'est la session des femmes où l'Amazone Claudine Afiavi-Prudencio a pris le lead, c'est elle qui était la star en ce moment. Autour d'elle, il y avait de grandes personnalités du monde économique féminine. Vous avez des gens des dames, de grandes dames qui sont venues de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Togo, du Sénégal, d'autres personnes de la France, de la Côte d'Ivoire, et bien évidemment du Bénin qu'elle représentait. D'ailleurs, il faut dire, soit dit en passant, elle avait une forte délégation d'une 15aine de personnes venues du Bénin, du Togo, du Sénégal, de la France. Et voilà. Donc et à cette occasion-là, il a suffi que son carnet d'adresses, son profil soit présenté pour que toute la salle en soit hébétée. Qu'on se demande... Il m'est revenu qu'elle a même vidé sa boîte. Oui, carte de visite. Parce que tellement je vous le dis, ses contacts, je vous jure, on arrive à ce niveau. Plusieurs dames parlent avant elle. Et puis après, on fait un cours spécial, une présentation une fiche de présentation de Claudine Afiavi-Prudencio. Ils apprennent que c'est une dame qui a fait un bon cursus scolaire universitaire, qui s'en sort avec un DEA en droit international et de développement, qui a un DSS en matière de gestion d'entreprise, qui a plusieurs masters en matière de gestion de genre, d'égalité homme-femme, qui est experte consultante internationale ONU Femmes, et puis des formations en passation de marché, 17 ans de l'administration publique, après courage pour démissionner, aller dans le privé. C'est celle qui a été directrice de l'exploitation donc de la compagnie Alafia Jet Aviation. Ensuite, c'est celle qui est représentante du PDG du groupe pétrolier, qui est connu en Afrique et dans le monde entier, qui est donc la patronne de la filiale des infrastructures du groupe pétrolier en Afrique, et qui est
conseiller spécial du PDG du groupe pétrolien. Le PDG du groupe pétrolien qui n'est personne d'autre que le président directeur Samuel Dossou de presse, Aoré, TV Diaspora voilà, FM. pardon, et qui et n'est pas que ça, qui est donc le président de la table ronde des hommes d'affaires d'Afrique, et qui a été donc une plateforme qui a été présentée, célébrée également au cours de ce forum-là. Alors, lorsqu'on a fait ce parcours-là, les gens se sont dit, mais waouh, c'est qui cette béninoise-là qui a ce carnet d'adresse-là? Et ils pensaient que c'était terminé. Quand on l'a dit après, que sur le plan politique, elle a été ministre de la République, ministre de l'artisanat et du tourisme, elle a été 2 fois députée, et elle n'est pas restée députée lambda. Elle a été dans le bureau de l'Assemblée nationale, première secrétaire parlementaire. Elle a été présidente de la commission éducation, emploi, culture, affaires sociales. Et elle a été membre du Parlement panafricain. Après, conseillère spéciale du président du Parlement panafricain pour le compte des 54 pays africains sur les questions de paix et développement. Elle a été dans l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mais ce parcours... Vraiment, tout le monde, la salle de conférence de Latri Events de Cocody tonnait simplement d'applaudissements nourris qui ne s'arrêtaient pas. Et puis après, lorsqu'elle prend la parole elle-même, c'est pour dire avec à la manière des Nyonwa Goji de chez nous, des femmes amazones, dire avec une voix forte, eh bien, il faut que toutes les femmes s'unissent pour que sur le plan économique, le poids de notre contribution, je parle comme elle, le poids de notre contribution à l'essor économique de l'Afrique puisse être reconnu. Elle a évidemment fait référence à ces statistiques qui veulent que au moins dans la plupart des pays africains, au moins 50%, 52 ou 54% de la population soit féminine. Et donc, on ne peut pas faire le développement de ces pays-là sans penser aux femmes. Et lorsqu'elle finit de faire ça, on finit cette session, Madame Claudine Prudencio est assaillie évidemment de questions. Tout le monde voulait lui demander quels étaient les secrets, les secrets de succès. Mais elle a donné une réponse. Elle a eu la tête sur les épaules pour dire, chers amis, le parcours n'a pas été facile, pas du tout alors. Elle a dû avoir un mental très fort. Elle a dû, par exemple, pour occuper des postes de responsabilité, résister à presque des ligues d'hommes qui estimaient qu'on ne pouvait pas donner ça à une femme. Elle disait, nous avons les mêmes mérites, nous avons les mêmes compétences et nous en avons parfois plus que vous, les hommes. Donc, il faut que nous puissions l'avoir. Elle se battait jusqu'au bout et elle réussissait à l'obtenir. Et après, elle s'est dit, et ça autour d'elle, c'était pas des femmes, n'importe quelle femme. Vous avez autour d'elle, par exemple, la seule femme africaine a détenu une mine de phosphate. On la rencontre pas comme ça dans toutes les rues. Des femmes responsables d'institutions bancaires internationales. Vous allez en Afrique du Sud, la seule femme qui a impacté plus de femmes dans ce pays-là en matière d'inclusion financière, en matière d'autonomisation économique des femmes, et beaucoup d'autres femmes qui étaient autour. Et dans l'assistance, la nouvelle génération... Il y avait de grands noms de femmes qui vraiment ont réussi dans leur domaine. Très bien. Et donc, qui étaient des modèles pour des gens. Et que ces femmes-là retrouvent en Claudine Afjaï Prudencio un autre modèle autour duquel doivent se cristalliser donc les énergies féminines en matière de développement économique. Et donc, c'était important. Et après, dès qu'elle finit, elle pouvait plus quitter le podium, le présidium, parce que elle était envahie de toutes ces dames-là et d'autres, des hommes aussi. Chacun voulait prendre une pause avec elle, causer avec elle, prendre sa carte de visite. Elle a dû vider plusieurs boîtes de cartes de visite. Ça a été la scène qui m'a aussi, entre autres, impressionné. Elle disait, franchement, j'en avais plus. Il fallait donc voir combien de fois, parce que dans ce genre de fora, on ne s'intéresse pas à vous si vraiment vous n'êtes d'une grande utilité, si vous ne montrez pas une carte de visite qui est vraiment intéressante pour que les autres puissent avancer. À la même occasion, lorsqu'on faisait les discussions sur le commerce intra-africain à l'ère de la ZLECAf, la question s'est posée de savoir pourquoi les États africains n'arrivaient pas à capter suffisamment de financement pour financer de gros projets dont ils ont l'ambition et qui devraient faciliter la vie à leurs citoyens. Alors, pendant ce temps où les États vont chercher les financements au nord, donc
donc en Occident, avec à la clé des conditions qu'on leur pose et qui parfois choquent notre culture, choquent les centres d'intérêt de nos populations qui devraient être bénéficiaires. Il y a des filles et fils du continent qui ont les capacités des réseaux pour pouvoir mobiliser ces ressources et qui ont de l'expertise pour faire. Et il fallait trouver donc simplement un moyen de poser le problème pour dire qu'est-ce qui fait que ces filles et fils africains n'ont pas la possibilité de se déployer comme cela se doit. Il est question du climat d'affaires, de la sécurité juridique et un modèle dans ce sens de réussite donc d'un fils africain qui donne la preuve qu'on peut mobiliser de grands financements, eh bien a été présenté par le bâtonnier Cyril Yaovidjikui qui était donc de la partie également et qui a présenté le modèle du groupe pétrolin qui a fait un projet exceptionnel qu'on appelle épine dorsale pour le développement du Bénin et de la sous-région où les 4 composantes majeures ont été présentées. Je ne sais pas si j'ai tout en tête, mais je vous dis, il y a les rails, il y a le port sec de Parakou, vous avez l'aéroport de Sémékodi, il y a le port en eau profonde, et donc il y a tout ça qui est un programme et un projet intégré et intégrateur parce que ça concerne, ça implique plusieurs pays. Alors, lorsque ça a été présenté avec une projection, mais franchement, là encore, les gens se sont demandé c'est qui Monsieur Samuel Dossou, on le connaissait, mais des extraterrestres. Alors le lien avec Claudine Afia-Prudencio qui vous dit, on lui dit mais qui vous permet d'avancer aussi fortement? Claudine qui dit ma source d'inspiration c'est Samuel Dossou Ahoré parce que non seulement il montre une grande capacité en matière de management des affaires, mais également il fait montre d'une exceptionnelle masculinité positive, c'est-à-dire que l'attitude de cet homme qui accompagne son épouse, qui lui permet d'avancer, et elle en a profité pour lancer un appel à tous les hommes pour savoir accompagner leur épouse qui se battent sur le plan économique. Et ça, c'était pour la matinée. Alors, sur place, il y a déjà des témoignages pour dire, mais cette dame, Claudine Afia-Prudencio, elle a besoin d'être célébrée au-delà de ce qui se faisait là. Et dans la soirée, dans le même centre, la Trill Events, il y a eu une soirée de gala. Il y a eu une très très grande salle, 2, 3, 4, 5 fois plus grande que celle dans laquelle il y avait eu le forum dans la matinée, où c'était la soirée de gala, de distinction, où les bâtisseurs de l'économie africaine devraient être distingués. Ça a été un tamis extraordinaire parce que les personnes qui ont été distinguées, franchement, c'est des opérateurs économiques que vous ne voyez pas comme ça. Ils brassent beaucoup de milliards, c'est des gens qui sont sur des secteurs stratégiques et vitaux pour l'économie africaine. Alors, c'était des ministres ivoiriens, des responsables d'institutions bancaires internationales, financières internationales, c'est des acteurs politiques qui sont également dans les affaires, le maire de Cocody par exemple, et donc des gens qui sont venus des pays anglophones comme francophones. Et c'est à cette soirée-là que Claudine Prudencio est distinguée, reçoit le prix exceptionnel de Grand Prix du leadership féminin, donc dans le domaine économique et socio-politique. Les gens étaient surpris aussi d'entendre l'animateur, notre confrère, avec qui j'ai eu la possibilité de causer par ailleurs dans les couloirs, Yves Dembella, qui animait donc cette soirée, de dire mais que lui il est surpris de savoir que au Bénin c'est la seule femme présidente de parti politique. Donc qu'une femme qui soit derrière les affaires et qui réussisse à s'imposer dans l'espace public et politique également, ça ne court pas les rues. Elle a reçu ce trophée au milieu d'autres personnalités, d'autres sommités. Elle a également encore dédié à Monsieur Samuel Dossou. Elle a dédié donc à toutes les femmes et les filles béninoises et africaines parce qu'elle a pensé aux femmes amazones du Bénin et elle a rendu un hommage au président Patrice Talon. Elle a dit mais dans mon pays aujourd'hui, il y a la volonté politique qui est affichée pour que les filles et les femmes puissent être protégées et promues. Et donc il y a eu l'arsenal juridique qui accompagne. Il y a donc l'insistance du chef de l'État pour que les tests soient respectés, pour que on puisse promouvoir la femme partout sans que elle ne soit, ce ne soit pour faire des faveurs ou des rachats pour elle. Alors, il faut dire, Peggy Ludovic Dagba, qu'au-delà donc de la distinction reçue par Claudine Afia-Prudencio, ce fut une très très belle soirée. Vous et moi, nous avons ce penchant quand même pour ces ambiances
ces moments de folle ambiance où c'est bien, de c'est bien solennité fait. aussi. Les lumières étaient bien réglées, les couleurs étaient là, un podium comme vous pouvez en rêver dans les grands moments de spectacle et de grands événements. Et puis vous avez sur la scène pour donc agrémenter entre deux remises de distinction, vous avez la reine de l'Afrozouk, Monique Seka, que je croyais qu'elle avait pris des rides, qui est montée sur le podium, mais franchement, aussi bien au niveau de la voix que elle-même physiquement, j'ai retrouvé celle qui a bercé. Ne me dites pas qu'elle a repris sa chanson mythique. Mais Missoua, c'est évidemment Missoua qu'elle a chanté pour soulever toute la salle, et tout le monde, personnalité et autres cadres, et ne s'empêchait pas au minimum donc de bouger dans les chaises. Et puis l'apothéose, ça va être lorsque Yves Dembélé va annoncer que nous allons recevoir dans cette salle la légende africaine du jazz et Bass Pinto. Le vieux Bass Pinto, le grand nom, lunettes fumées, qui marche à pas contrôler, comme s'il n'avait plus de force pour évoluer, mais la voix qui tonnait comme il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, s'il vous plaît. 50 ans en arrière. Mais France 50 ans en arrière, parce que Bass Pinto, ça a déjà célébré 50 ans. Donc, la voix, et puis ce n'était pas du playback, c'était du live. Il tonnait dans le micro, il chantait juste et il piquait, comme on le dit en musique, et il traînait. On aurait pensé qu'il allait être essoufflé, mais franchement, ça a été du super. Et la délégation de la présidente Claudine Nafiavi-Prudencio s'est encore illustrée à ce niveau. Il y a eu une certaine Chantal Tchapèche à Châté, grande ambianceuse devant l'Éternel, comme vous la connaissez, qui s'est avancée vers Bass Pinto. Je croyais que c'était pour danser seulement, Châté, qui maîtrisait la chanson, le répertoire de Bass Pinto, et qui a chanté dans le micro avec Bass Pinto. À ses côtés, une autre dame, ministre ivoirienne, et puis le maire de Cocody. Donc tout ce qui chantait, tu vous sentais, ils étaient devenus tous comme les choristes de Bass Pinto. Et Bass Pinto qui chante, qui traverse les espaces qui s'offraient à lui jusqu'à se retrouver à la table de Claudine Afiavi-Prudencio. Je me disais, bon, alors, Claudine Afiavi-Prudencio, allait-elle rester sur place, assise, ne serait-ce qu'à faire quelques mouvements seulement? Elle n'a pas pu résister de près à l'ambiance à la Bass Pinto. Elle s'est levée, elle a bougé un peu, et avec beaucoup d'émotion, elle a pu gratifier la légende de quelques billets de banque. Mais... Pardon. Ouais. Ça peut donc envoyer un chat dans la gorge que de décrire ce que nous avons vécu. Mais franchement, ce fut une très très belle fête, et je voudrais insister sur quelque chose. Les soirées ou les occasions de distinction, on en observe de plus en plus, et j'ai coutume de dire par moment, est-ce que cette affaire n'est pas galvaudée? Mais ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, aussi bien du point de par le niveau, la carrure, la carte de visite des personnalités qui sont venues participer, encore plus celles qui ont été célébrées, distinguées, que l'organisation donc de cette 13e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine et la soirée de distinction. Mais franchement, il faut féliciter les organisateurs. Il faut dire c'était du lourd, c'était le haut niveau, c'était le sommet donc en Afrique. Et c'est pas que nous sommes en train d'aligner des mots, il y a possibilité de le vérifier. Et donc on m'a dit simplement bravo, félicitations à Madame Claudine Afiavi-Prudencio, qui montre que elle est une personne, une femme d'objectif. Elle finit une mission, elle entame une autre. Elle ne laisse pas le temps passer. Tout à fait. Et vous faites bien d'en parler, parce qu'il faut quand même relever cet aspect des choses. Beaucoup, au plan national, ont pensé que c'en était fini, Claudine Afiavi-Prudencio, puisqu'elle n'est plus présidente de l'Institut national de la femme. Mais là, franchement, c'est comme le Sphinx, hein. Mais Claudine Afiavi-Prudencio a pris donc son expérience de première présidente de l'Institut national de la femme, créé par le président Patrice Talon, avec des ambitions assez fortes. Elle est très fière d'avoir géré la phase pilote. Donc pour mettre cet institut en route, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, les gens peuvent aller sur les traces les sillons qu'elle a tracés. Eh bien, elle passe à autre chose. C'est la même lutte. Aujourd'hui, avec sa fondation Romolara Prudencio, eh bien, elle est dans
dans la promotion et la protection de la femme, l'autonomisation de la femme, et surtout elle insiste sur la promotion de nos valeurs culturelles dans tous les domaines, la manière dont nous nous soignons, la manière dont nous nous nourrissons, la manière dont nous abordons toutes les situations de notre vie, et bien tous les domaines. Est-ce que nous nous appuyons sur les capacités, les solutions africaines? Voilà donc des pans donc d'objectifs fixés à cette fondation. Donc elle continue de vivre sa passion, celle qui est de multiplier des Claudine Prudencio à travers le monde. C'est une fondation panafricaine, et d'ailleurs au détour parallèlement à cette à la participation à ce forum, à cette 13e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine, et donc de sa distinction, le staff de la fondation Omolara Prudencio a rencontré un réseau important d'ONG, d'organisations non gouvernementales ivoiriennes, qui donc ont été conviés à une séance et qui étaient très intéressés par les objectifs, la vision, la mission de la fondation Omolara Prudencio. Et d'ailleurs, des discussions ont été menées et des perspectives ont été ouvertes pour collaborer avec ces ONG. Et ça va être donc en Côte d'Ivoire, ça va être dans d'autres pays, au Bénin, au Togo, au Sénégal, un peu partout en Afrique, pourquoi pas même dans les pays anglophones de l'Afrique, parce que derrière ça, il y a l'idée également d'union entre les filles et fils du continent pour le développement, l'essor économique du continent, pour le développement social du continent. Et d'ailleurs, la passerelle entre donc le développement économique et les œuvres de la fondation Omolara Prudencio, c'est de pouvoir donner de la valeur également à toutes ces femmes qui forcément n'ont pas de grand niveau intellectuel, qui ne sont pas reconnues dans l'élite africaine, mais qui font de grandes choses. Et ça a été évoqué au cours du forum. Vous avez des dames qui sont dans la plantation, qui sont dans l'agriculture et bien d'autres choses, et qui brassent beaucoup d'argent et qui font l'économie africaine. Donc, on dit bon courage à Madame Claudine Prudencio. Et puis, c'est clair pour tous ceux qui pensaient que, c'en était fini d'elle. Je pense qu'ils ont la réponse, on n'aura pas besoin de leur en dire plus. Alors, nous allons clore cette émission. C'est vrai que vraiment la tour ne vous lâche pas. Oui, c'est vrai que tousser, hein. C'est vrai, je ne avec autant d'engouement, que les autres, autant de bagou que les autres dans le comment dirais-je le tracé, le film sonore. De tout ce qui s'est passé là-bas, pour les auditeurs de Diaspora FM, on a senti quand même que du boulot a été fait de votre part. Moi, je présente mes excuses aux auditeurs pour la qualité de ma voix. Non, je ne cache pas, vous le savez très bien. C'est pas la grande forme, mais bon, le devoir, puisque le devoir nous appelle, on y est. Non, mais je pense que par ailleurs, il faut saluer également la presse ivoirienne qui s'est mobilisée, la presse internationale. J'ai pu croiser, ça soit dit en passant, dans les couloirs, j'ai pu croiser Alain Foucault. Je vous ai vu, voilà, j'ai pu voir sur votre page Facebook. Bon, voilà, oui. J'ai pu croiser Alain Foucault. Archives d'Afrique. Archives d'Afrique, un grand nom, un monument dans la presse africaine internationale. J'ai pu voir j'oublie son nom, l'animatrice de légendes urbaines sur RFI et France 24 également. Et puis après, pendant que l'événement, donc la 13e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine se tenait à la 13e events de Cocody, Abidjan était le théâtre de beaucoup d'événements festifs. Il y avait le FUMEA du groupe Majestic qui se tenait, ce qui a fait d'ailleurs que on a pu croiser le bonheur de croiser dans les couloirs de l'hôtel des stars comme Singila. J'ai pu croiser notre ami King Mengsan. Ah oui. Voilà, on a causé un peu, Bouba, qui d'autres, bien d'autres, et Kofi Olomide avant de venir à Cotonou. Avant de venir à Cotonou, là, on a partagé des moments au niveau de l'hôtel où lui, d'ailleurs, il devait donner son spectacle marquant les 50 carrières de scène pour lui. Il a fait donc à l'hôtel Ivoire, pour ne pas le nommer. Et donc, c'était à 100 à l'heure
que ça se passait. Et au-delà de la rencontre avec les ONG ivoiriennes, Madame Claudine Prudencio a accordé beaucoup d'audience à des personnalités, donc qui venaient la voir, et d'autres rencontres avec des personnalités où c'est qui s'est déplacée. Donc ça a été un moment, un agenda extrêmement chargé pour elle, mais qui toutes les étapes mises ensemble sont de nature à dire que c'est une nouvelle dimension. C'est un autre haut niveau. C'est un autre level, comme le disent les jeunes. Voilà. Merci, Julien Kitty. Vous nous en direz tant. Il ne nous reste plus qu'à réitérer nos félicitations à Madame Claudine Afiavi-Prudencio, que nous sommes heureux de découvrir sur d'autres, on va dire, d'autres cadres. Surtout sur le plan économique, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'elle faisait de très grandes choses. On la voyait beaucoup plus femme politique, mais sur le plan économique, c'est une grande opératrice économique également. On va souhaiter qu'elle maintienne le cap parce que nous l'avons dit au début de cette émission. Le plus dur, c'est de maintenir le cap. Le plus dur, c'est de se maintenir au fait lorsque vous avez réussi à grimper l'arbre et vous êtes au fait de l'arbre. Et on sait que c'est une dame qui a beaucoup de bagou, fait montre de beaucoup de résilience. Donc, quels que soient les obstacles, elle va avancer. Et elle est fière de vendre le Bénin là-bas. Elle était fière de le répéter chaque fois, de rendre hommage au président Patrice Talon pour les réformes qui sont en cours, pour que aujourd'hui la destination Bénin soit prisée. Et pendant que nous étions là-bas, j'ai parlé d'autres spectacles qui étaient là-bas. Il y avait, qu'on écoutait déjà sur les radios ivoiriennes, des spots publicitaires qui annonçaient que il y avait un festival auquel des troupes béninoises devraient participer. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai pu lire dans la presse cette semaine. Merci, où il y a eu du guélédé ou des danses béninoises qui ont été montrées là-bas. La radio, c'est le temps. Vous avez beaucoup à nous dire, j'imagine. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous. C'est moi. Vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.